La chaîne Faisons-nous peur a été démonétisée en novembre 2025. Même s'il peut vous arriver de voir des pubs sur les vidéos, aucun revenu publicitaire n'est généré. N'ayez pas peur de soutenir la chaîne à travers des donations ponctuelles, mensuelles ou des achats de très longues narrations sur le site Buy Me a Coffee. Votre soutien est essentiel pour l'avenir de la chaîne. Affreusement vôtre, la ruse. Attention, le contenu de cette vidéo peut heurter la sensibilité des plus jeunes. Vous êtes prévenus. N'ayez pas peur de laisser un pouce bleu, d'activer les notifications et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. La cosmonaute envoyée en secret avant Yuri Gagarin. Officiellement, Yuri Gagarin fut le premier être humain à atteindre l'espace. Son vol historique d'avril 1961 lança véritablement la course à l'espace. Le programme spatial soviétique, cependant, fut entouré de secrets dès le début. Depuis longtemps, des questions persistent quant à l'existence de cosmonautes perdus. Ces individus partis au-delà de notre atmosphère au prix de leur vie, dont l'échec, et même l'existence, auraient été effacés par le gouvernement soviétique afin de sauver la face. Depuis une station d'écoute située juste à l'extérieur de Turin, en Italie, 2 radioamateurs scrutaient le ciel depuis les années 1950. En octobre 1960, soit 6 mois avant le vol de Gagarine, ils captèrent une étrange transmission venue de l'espace. À travers une mer de parasites, perça la voix fantomatique d'une femme qu'ils parvinrent à enregistrer. Elle parlait russe, et bien qu'ils n'en comprennent pas les mots, la détresse dans sa voix était évidente. Elle semblait ravaler ses larmes en prononçant ces phrases. Puis les parasites revinrent, engloutissant sa voix comme une vague. Peu après, les opérateurs obtinrent une traduction. « Personne ne saura jamais », répétait-elle. « Personne ne saura jamais. Personne ne saura jamais. » Ces mots s'avéraient prophétiques, car en effet, personne ne saurait qui était cette femme mystérieuse, ni pourquoi elle avait prononcé ces paroles. Jusqu'à maintenant. En grandissant, les plus grandes vitesses que Rosa Ivanova ait jamais connues furent sur le dos de son cheval préféré, Agrippin, galopant à travers les collines ondulantes de la campagne d'Irkoutsk. Elle ne s'était jamais sentie aussi libre que sur cette puissante monture, imaginant presque que ses sabots quitteraient le sol au sommet de chaque colline, pour ne plus jamais y retomber. Puis vint la guerre, brisant les illusions de jeunesse. Comme tant de familles russes, la sienne connut la perte et les privations. Rosa n'aimait pas en parler. Elle eut néanmoins la chance d'obtenir une éducation à Moscou dans les années suivantes. C'est à l'université qu'elle découvrit sa seconde passion après l'équitation, le parachutisme. Agrippin ne quitta jamais le sol, mais Rosa, ayant accompli cet exploit par elle-même, plongeait désormais avec joie vers la terre. La maternité et un passage en politique locale l'occupèrent après ses études. Pourtant, si sa soif d'aventure fut calmée, elle ne fut jamais éteinte. Elle couvait sous la surface, prête à jaillir. Elle accueillit donc avec une immense joie la nouvelle de sa sélection pour l'entraînement du tout jeune programme spatial soviétique. Sergei Korolev fut catégorique. Ce devait être une femme. Sorti du goulag 2 décennies plus tôt, le brillant chef du développement des fusées soviétiques affirma à ses supérieurs que ce serait un coup médiatique retentissant. De plus, soutenait-il, les femmes sont en général plus petites et plus légères que les hommes. Et comme il aimait à le répéter à propos des lancements, chaque gramme compte. Ce n'est que récemment que la capacité d'emport avait dépassé celle nécessaire pour envoyer des chiens. Leur mort n'avait pas été un obstacle. Le Politburo fut rapidement convaincu. Première personne et première femme en un seul coup, que les Américains fassent mieux. Ils n'en auront pas le courage, lança un fonctionnaire sous les rires. Le processus de sélection commença. Lorsque l'équipe de Korolev trouva Rosa,
Il restait 9 autres candidates. Une à une, elles furent présentées au directeur. Nom : Rosa Ivanova. Origine : Oblast d'Irkoutsk, Sibérie. Âge et poids : 32 ans, 56 kg 7. Merci, vous pouvez partir. Tout cela était nouveau, tendu, exaltant, et elle avait hâte de commencer. Toutes réussirent l'entraînement rigoureux. Isolement, centrifuge, saut en parachute, études techniques. Mais c'est Rosa qu'on finit par choisir. Son expérience en parachutisme serait cruciale pour la rentrée atmosphérique. Son aisance politique aiderait face aux médias. Elle était aussi la plus légère du groupe, et chaque gramme compte. Et c'était également la fille d'un héros de guerre. Elle comptait les jours jusqu'au lancement, à moitié persuadée que ce rêve n'arriverait jamais. Jusqu'au jour où il arriva. Un matin d'octobre, dans la steppe kazakh, frais et gris, Rosa fut conduite vers la fusée Vostok. La tour argentée scintillait sous le soleil levant. Déjà en combinaison, elle rencontra Korolev sur le pas de tir. « Cette journée sera remarquable, vous réussirez. » Elle sourit. Elle aurait voulu que son fils soit là, mais la mission devait rester secrète. Dans la capsule, les commandes manuelles étaient verrouillées. Le vaisseau fonctionnerait automatiquement ou via contrôle au sol. On ignorait comment un être humain réagirait en apesanteur et aucun risque ne serait pris. Indicatif du sol, Aube. Le sien, Agrippin. Le lancement eut lieu. La tour s'éleva dans un grondement de feu et de vapeur. Les étages se séparèrent et 10 minutes après le décollage, toute sensation de vitesse disparut. Rosa flottait désormais en apesanteur. Sa mission : effectuer une orbite complète autour de la Terre avant la rentrée. Elle contemplait la Terre à travers le hublot, un mosaïque de mer, de montagnes et de nuages. 42 minutes après le décollage, elle signala qu'elle passait au-dessus des États-Unis. Les lumières de la Californie scintillaient dans la nuit. Si Spoutnik avait été un mal de tête, cela provoquerait une véritable crise de nerfs. Elle appela le contrôle au sol. Aucune réponse. Au sol, Korolev était au bord de l'effondrement. Puis la transmission revint. Rosa signala un objet artificiel en orbite plus haute. Elle distingua les lettres CCCP. Un vaisseau soviétique, gravement endommagé. Un trou béant dans le module. Et à l'intérieur, un occupant. Son corps était sectionné à la taille. Son visage était figé dans une grimace de décomposition. Ce n'était pas un homme. C'était un garçon d'environ 10 ans. Les chiens ne suffisaient plus. Il fallait un humain avant les Américains. Mais la capacité de charge n'était pas suffisante pour un adulte. Il ne pouvait pas attendre. Chaque gramme compte. Rosa pensa à son fils. Un garçon ! Vous avez envoyé un garçon ! Elle exigea que le monde sache qu'il avait été le premier. Silence radio. Puis, il ne peut pas être le premier dans l'espace, et vous non plus. Les propulseurs s'activèrent. Nous ne pouvons pas vous ramener. Les débris pourraient tomber entre de mauvaises mains. Elle comprit. Ils allaient l'effacer. La rétrofusée s'alluma. Sa trajectoire fut modifiée vers une orbite d'échappement sans retour possible. Sa capsule, son plus brave cheval, devenait son cercueil. Transie de froid, elle murmura « Mais personne ne saura jamais pour nous. Personne ne saura jamais. » « Coupez !» ordonna Korolev. Clic. Tragique, oui. Dramatique, oui. Mais ne vous inquiétez pas, camarades. Nous réessaierons. Et nous réussirons. Il quitta la salle dans un nuage de fumée, cherchant une autre pilule. Il n'en trouva pas. Et son mal de crâne ne faisait qu'empirer.
Quelques mois plus tard, il trouva un remède magique à son mal de crâne. Le remède s'appelait Yuri Gagarin.